À ce moment de l'histoire humaine, pratiquement tout le monde sur cette planète est esclave, qu'il le sache ou non. Ce n'est pas l'esclavage brut et primitif des temps anciens, il ne repose pas sur des fouets et des chaînes pour garder les opprimés à leur place, car ces outils ont été rendus obsolètes et remplacés par des méthodes beaucoup plus sophistiquées. La plupart des esclaves ne sont pas conscients de leur état et soutiennent farouchement qu'ils sont libres, et c'est un témoignage de l'efficacité de ces chaînes invisibles. Vous avez entendu l'expression « l'argent fait tourner le monde ». Il y a du vrai dans cela. L'argent est la principale motivation du travail humain dans la civilisation moderne. Si vous voulez de la nourriture, un logement et des vêtements, vous devez avoir de l'argent, et à moins que vous faites partie de la petite minorité de riches qui a plus d'argent qu'ils ne pourraient jamais dépenser, alors vous devez travailler, mendier ou voler pour cet argent. Voilà pourquoi on se lève le matin, pour aller travailler, même si vous détestez votre travail, et c'est la raison pour laquelle le spectre du chômage est plus terrifiant pour la plupart des gens que la perspective des dépenses de 50 ans de leur vie à l'exécution de tâches pour servir les personnes qui vivent mieux que vous. Bien sûr, dans les pays occidentaux, certains sont assez chanceux et ne vivent pas dans la crainte pour leurs besoins fondamentaux, qui resteront satisfaits, au moins pour le moment. Ils ne font que tourner la roue et suivre un chemin tout tracé. Pourquoi ? Parce que l'argent et le bling-bling qu'ils achètent sont devenus des symboles de statut et de prestige. L'argent offre une forme illusoire de validation sociale, et même ceux qui ne sont pas pris en train de se distinguer par la somme qu'ils gagnent doivent encore reconnaître la stigmatisation sociale qui vient avec la pauvreté. Un pauvre sera toujours moins bien vu et moins bien accepté qu'un riche. La combinaison de ces facteurs de motivation primaire, le besoin de se nourrir, de s'abriter, de porter des vêtements et validation sociale, est une force très puissante. L'accumulation de l'argent, le capitalisme, est donc une accumulation de pouvoir social et psychologique, et ceux qui contrôlent la création d'argent contrôlent ce pouvoir à sa source. Alors, qui contrôle la création d'argent ? Eh bien, dans le cas du dollar des États-Unis, ce n'est pas le gouvernement. Ça n'est pas une révélation bouleversante. Le fait que la Réserve fédérale est une institution privée détenue par un cartel de banques les plus puissantes du monde, est en train de devenir connu du grand public. Cependant, c'est seulement clair quand vous comprenez comment le système bancaire fonctionne vraiment, et, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que l'on nous apprend à l'école. Voici quelques explications. Chaque dollar en circulation est prêté par une banque. Le processus commence par la Réserve fédérale, qui prête de l'argent au gouvernement américain et à d'autres entités. Pour les plus âgés, vous avez probablement entendu parler de cela avant, en ce qui concerne le taux d'intérêt sur des prêts, qui diminue en fonction des conditions économiques, mais ce qui n'est jamais dit dans le courant dominant est le fait que la Réserve fédérale ne fait pas réellement prêt des fonds qu'ils ont, ils ne font que taper une somme de dollars sur un ordinateur. Vous pouvez être enclin à croire que cet argent est basé sur un certain soutien physique comme l'or, mais vous auriez tort. La Réserve fédérale n'a pas été propriétaire de l'or depuis les années 1930. Lorsque la Réserve fédérale prête de l'argent au gouvernement des États-Unis, il promet de rembourser l'argent qui a été prêté avec des intérêts. Donc, pour être clair, le gouvernement prend un prêt d'une banque qui crée l'argent, et c'est vous, les contribuables, qui couvrez ce prêt. L'absurdité de cette disposition est encore plus évidente quand on sait que jusqu'à 1913 le gouvernement américain créait son propre argent et n'a pas eu besoin d'une banque pour jouer un rôle au milieu. Ce nouvel argent prêté par la Réserve fédérale entre dans la circulation à travers les banques puis est accumulé dans ces banques, mais pas nécessairement pour les raisons que vous pouvez imaginer. Contrairement à la croyance populaire, la majorité de l'argent en circulation est créé par les banques ordinaires, que les entreprises et les individus utilisent pour leur épargne et les hypothèques. Comment est-ce possible ? Eh bien, comme la Réserve fédérale, les banques ordinaires sont autorisées de prêter de l'argent qu'ils ne possèdent pas. Il y a des restrictions de cours. Les banques ne sont autorisées qu'à prêter 10 fois le montant qu'ils ont en réalité. Donc, si la banque a $1000, ils peuvent vous prêter $10 000, et ils attendent que vous remboursez les $10 000 plus les intérêts. Ceci est appelé la banque de réserve fractionnaire. 75% de tout l'argent en circulation est créé de cette manière. Maintenant, aussi mauvais que cela puisse paraître, la plupart des structures font de telle sorte que pendant de nombreuses années vous n'ayez presque rien à payer, mais l'intérêt est sur le principe progressif. Le résultat de cette stratégie est que dans la plupart des cas, vous payez beaucoup plus d'intérêts lorsque vous achetez une maison que la valeur réelle de la maison. Alors, voici la vraie question, si tout l'argent est créé par le biais de prêts, d'où vient l'argent visant à payer les intérêts ? Disons que nous demandons un prêt de $1000 avec 7% d'intérêt.
Nous avons maintenant 1000 $ dans le système, et nous devons rembourser 1000 $, plus les intérêts qui sont rajoutés. Et cet argent, pour payer les intérêts, n'existe pas. Ce serait évident s'il y avait un seul prêt étant délivré à une personne de cette manière, mais réalisé à l'échelle mondiale, la réalité est cachée, et se transforme en un jeu de chaises musicales où la personne se terminant sans un siège se trouve face à la faillite, et à la ruine financière. L'intérêt assure qu'il y a toujours plus de dettes que d'argent en circulation. Chaque dollar, chaque euro, il y a une dette, ce qui crée une force invisible qui attire cet argent vers les banques, de la même manière que la gravité attire un objet physique vers la Terre. Le problème ici est le travail des gens qui se déplacent et souffrent pour cet argent. Une fois que vous comprenez que l'argent des prêts des banques n'est en fait pas un atout, mais est un morceau de fiction juridique, il est clair que vous travaillez pour ces banques gratuitement. Ceci est une forme déguisée de l'esclavage. Si vous parvenez à maintenir vos paiements mensuels, alors vous êtes un esclave avec succès, un bon esclave, et vous êtes autorisé à garder les conforts matériels qui viennent avec ce statut, mais si pour une raison quelconque vous ne payez pas vos prélèvements mensuels, alors ces mêmes institutions viendront prendre votre maison, votre voiture et tout ce qui a de la valeur et que vous avez durement gagné. Et si même avec cette énorme arnaque financière à l'avantage des banques, ils parviennent encore à se mettre dans le pétrin, c'est encore vous les contribuables, qui seront obligés de les renflouer, et ça peu importe ce que les banques gagnent. Dire que le jeu financier est truqué est un euphémisme. Vous pourriez être enclin à penser que si vous habitez à l'extérieur des États-Unis, en France par exemple, et que vous n'utilisez pas le dollar, alors cette situation n'a aucune incidence sur votre vie, eh bien vous auriez tort. Le dollar est à la fois la monnaie de réserve mondiale et la seule monnaie dans laquelle le pétrole est vendu sur les marchés mondiaux, ce qui donne le statut de pétrodollar. Cela signifie que si votre pays est un exportateur de pétrole ou un importateur de pétrole, vous êtes affecté. Si votre pays est un importateur de pétrole, comme la France, vous serez affecté par le fait que, pour garder votre pays dans la course, vous devez acquérir des dollars, et pour acquérir ces dollars, vous devez envoyer des biens et des services aux États-Unis ou à quelqu'un d'autre qui le fera. Alors vous aussi êtes un esclave des banquiers. De même, si votre pays est exportateur de pétrole, vous êtes affecté par le fait que vous envoyez votre huile aux États-Unis. Vous échangez quelque chose de valeur réelle et tangible pour des chiffres sur un écran. Si pour une raison quelconque la direction de votre pays se lasse de cet arrangement et tente de se retirer du dollar, vous allez vite trouver l'armée des États-Unis à votre porte, prête à vous écraser à coups de démocratie. L'Irak a pris cela à la dure quand ils ont changé leur vente de pétrole en euros en 2000, et la Libye quand ils ont essayé d'organiser une monnaie basée sur l'or pour l'Afrique. La dette de l'argent est, sur la base, un chef-d'œuvre de l'ingénierie sociale, l'outil ultime de l'élite dirigeante, et pourtant, en réalité, tout cela n'est rien de plus qu'une construction de croyances. Nos chaînes sont des chaînes de l'esprit, et le chemin vers la liberté doit également commencer dans l'esprit. Si nous voulons un avenir meilleur pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous devons travailler dès maintenant pour atteindre une masse critique de réveil. Nous devons commencer par s'unir, car c'est le nombre additionné avec une bonne philosophie qui permettrait d'éradiquer les inégalités injustifiées. Pour cela nous serons toujours là, Anonymous, et l'idée qui l'accompagne défendra toujours les libertés et la vraie justice. N'oubliez pas qui nous sommes Anonymous, nous sommes légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, tous les êtres vivants sont égaux moralement et méritent de vivre de la meilleure façon possible, si vous vous y attaquez.